Le plus grand désert du monde se situe en Afrique et c'est le désert du Sahara. Le Sahara est plus grand que les 48 États contigus des États-Unis. Il couvre environ 9 200 000 km² et voici comment il est en partie responsable du retard économique du continent. Les déserts sont un facteur géographique isolant les peuples. Pendant des siècles, le Sahara a été le principal facteur isolant les peuples d'Afrique subsaharienne du reste du monde. Le Sahara s'est dressé comme une barrière naturelle géante qui limite les contacts et les échanges entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Vous vous doutez bien que traverser un désert de 9 millions de kilomètres carrés à une époque où les véhicules motorisés n'existaient pas encore est une idée totalement folle pour n'importe qui à l'époque. De fait, cette barrière a fait de la partie subsaharienne un univers économique et culturel plus petit que celui des peuples d'Europe et d'Asie qui commerçaient et étaient en contact régulier. Jadis, les produits exotiques pouvaient parcourir des milliers de kilomètres à travers la masse continentale eurasienne. Les produits et les idées parcouraient des milliers de kilomètres sur l'eau à bord de grands navires qui transportaient de nombreuses choses originaires d'Asie, des choses comme le papier, l'imprimerie, la poudre à canon, le compas, les gouvernails, les étriers, les spaghettis, les échecs et les numérotations. Ces choses créées et inventées en Asie sont devenues au fil du temps partie intégrante de l'univers culturel des Européens. Par exemple, les Britanniques ont pu traverser l'Atlantique et conquérir le monde en utilisant la boussole inventée en Chine, en effectuant des calculs mathématiques à l'aide d'un système de numération indien, en se dirigeant à l'aide de gouvernails inventés en Chine, en écrivant sur du papier inventé en Chine, en utilisant des lettres créées par les Romains, et enfin en s'imposant au combat à l'aide de la poudre à canon, également inventée en Chine. Mais ces technologies ont atteint l'Afrique subsaharienne très tardivement. Une des causes est le désert du Sahara qui limite les contacts, les échanges culturels et économiques. Un économiste disait qu'à l'époque, il était facile d'explorer les océans que de traverser un si grand désert. Il y avait les navires pour naviguer à grande échelle sur les océans, mais il n'y avait pas encore des moyens pour traverser facilement et rapidement un si grand désert. Dans les déserts, les cours d'eau sont pratiquement inexistants. Or, les cours d'eau sont généralement le moteur des civilisations. La civilisation égyptienne s'est construite autour du Nil, la Mésopotamie autour de l'Euphrate et le Tigre. Les cours d'eau servent d'eau potable pour les humains et les animaux, de source de nourriture, de source d'irrigation pour les cultures, mais surtout d'artères de transport pour les marchandises et les personnes. Étant donné les énormes quantités de nourriture, de carburant et d'autres produits de première nécessité qui doivent être transportés dans les villes, tant de villes à travers le monde étaient situées sur des voies navigables, en particulier avant les révolutions des transports motorisés sur Terre. Mais selon l'économiste, certains cours d'eau en Afrique sont différents. Prenons le fleuve Zambèze. Le Zambèze a des profondeurs très variables d'un endroit à l'autre. Ces profondeurs varient également selon la saison des pluies ou la saison sèche. À certains moments et endroits, le fleuve Zambèze est à peine navigable, avec des passages où la profondeur atteint à peine 90 cm. Même si à d'autres moments et endroits, le niveau de l'eau est de plus de 6 mètres plus profond. Pendant la saison sèche, même un grand fleuve ouest-africain comme le fleuve Niger ne peut accueillir que des bateaux transportant un maximum de 12 tonnes. En comparaison, en Chine, des navires de 10 000 tonnes pouvaient remonter le fleuve Yangtze sur des centaines de kilomètres et des navires plus petits pouvaient parcourir plus de 1600 kilomètres supplémentaires. Un fait remarquable est que, bien que l'Afrique soit plus de 2 fois plus grande que l'Europe, le littoral africain est plus court que le littoral européen. Cela n'est possible que parce que le littoral européen tourne et se retourne, créant de nombreux ports où les navires peuvent accoster à l'abri des eaux agitées de la haute mer.
De plus, le littoral de l'Europe est augmenté par les nombreuses îles et péninsules qui constituent plus d'un tiers de la superficie totale du continent. En revanche, le littoral de l'Afrique est lisse, avec peu d'indentations importantes, peu de bons ports naturels et moins d'îles et de péninsules qui ne représentent que 2% de la superficie terrestre de l'Afrique. De plus, les eaux côtières autour de l'Afrique subsaharienne sont souvent trop peu profondes pour que les navires de haute mer puissent accoster. Dans de tels endroits, les grands navires de haute mer doivent s'arrêter au large et faire décharger leur cargaison sur de plus petits navires pouvant opérer en eau peu profonde. Raison pour laquelle pendant des siècles, le commerce maritime entre l'Europe et l'Asie a navigué autour de l'Afrique et s'est rarement arrêté. Même dans les rares endroits où de grands navires peuvent pénétrer en Afrique sur de grands fleuves, les côtes de l'Afrique tropicale ont des plaines côtières étroites qui se terminent souvent abruptement contre des escarpements. Une conséquence de cette forme du terrain est que, même dans les endroits où les navires peuvent pénétrer le continent via les fleuves, ils peuvent rarement s'enfoncer très loin à l'intérieur des terres avant d'être confrontés à des cascades et des chutes d'eau. Cette géographie est propre à l'Afrique, car la Chine, par exemple, dispose d'un immense réseau de voies navigables, qualifié d'unique au monde, formé par le fleuve Yangtze et ses affluents, ainsi que d'un littoral découpé, plein de ports. Mais en Afrique tropicale, les rivières sont rarement navigables en continu sur de longues distances, même lorsque ces rivières ont suffisamment d'eau. En termes de contour du terrain, l'Afrique subsaharienne est caractérisée par une forme de mesa qui transforme presque chaque rivière en un torrent plongeant à l'approche de la mer. Une grande partie de l'Afrique tropicale se situe à plus de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer et certaines zones dépassent même 600 mètres d'altitude. Prenons l'exemple du fleuve Zaïre, aujourd'hui appelé fleuve Congo. Il prend sa source à plus de 1400 mètres d'altitude. Pour atteindre l'océan Atlantique, l'eau doit donc parcourir une forte pente, ce qui crée des rapides, des cascades et des chutes d'eau tout au long de son cours. Bien que le Zaïre ait plus d'eau que le fleuve Mississippi, le Yangtze ou le Rhin, cela ne l'assimile pas à ces derniers. Et à d'autres voies navigables commerciales majeures ailleurs, car les nombreuses chutes du Zaïre interrompent sa navigabilité. Bien qu'il puisse transporter un trafic intérieur important sur diverses distances, sur des tronçons plats. Ce modèle est courant parmi les fleuves d'Afrique subsaharienne. Et presque toute l'Afrique tropicale est caractérisée par une forte fluctuation du niveau d'eau de ces rivières, due à des précipitations très variables selon les saisons. Contrairement à l'Europe occidentale, où la pluie tombe plus ou moins uniformément tout au long de l'année, les régimes pluviométriques en Afrique subsaharienne comprennent de longues périodes sans pluie, suivies de pluies torrentielles pendant les saisons pluvieuses. En raison de ces régimes pluviométriques saisonniers, l'affluent principal du fleuve Niger, la rivière Benoué, n'a été navigable que 2 mois par an à certains endroits. Cela a conduit à un modèle d'expédition mouvementé. Les statistiques sur le nombre de kilomètres de rivières navigables en Afrique peuvent être très trompeuses lorsqu'il ne s'agit pas de kilomètres continus qu'un navire d'une taille et d'un poids donné peut parcourir avant de rencontrer des eaux trop peu profondes pour le supporter, ou de rencontrer des cascades ou des chutes d'eau qui arrêtent tous les navires. Parfois, une pirogue peut accoster et être vidée de sa cargaison avant d'atteindre une cascade. La pirogue et la cargaison étant ensuite transportées autour de la cascade, afin que la pirogue rechargée puisse continuer sur un autre tronçon d'eau de niveau. Mais il s'agit là d'un processus long, et donc coûteux, et qui limite la taille de la pirogue et de sa cargaison. Le résultat net est que seule une cargaison qui a une grande valeur, proportionnellement à sa taille et à son poids, est économiquement viable à transporter dans de tels endroits. En revanche, dans d'autres parties du monde, où les rivières sont continuellement navigables sur des centaines de kilomètres,
comme à divers endroits de la masse continentale eurasienne ou dans l'hémisphère occidental, les cargaisons volumineuses avec une valeur relativement faible proportionnellement à leur taille et à leur poids peuvent être économiquement viables pour transporter de longues distances par eau. Et d'ailleurs, même au sein d'un même continent, les fleuves d'Europe occidentale par exemple, ont été très différents des fleuves d'Europe orientale ou méridionale. Une large plaine côtière où la terre n'atteint nulle part 300 mètres d'altitude signifie que l'Europe occidentale a eu des rivières à faible débit, qui étaient particulièrement précieuses au cours des longues périodes avant que les bateaux à moteur ne puissent facilement remonter le courant des courants rapides. Les fleuves d'Europe occidentale débouchent souvent sur le large, donnant accès aux ports maritimes du monde entier. Mais la plupart des rivières d'Europe orientale et méridionale sont très différentes, d'une manière qui affecte à la fois l'activité économique et la taille de l'univers culturel accessible aux peuples vivant dans les régions traversées par ces rivières. Dans l'hémisphère occidental, les États-Unis ont eu d'énormes avantages géographiques dans leurs voies navigables. Le lit du fleuve Mississippi descend à un rythme de 10 cm par kilomètre. Bien que le Nil soit le plus long fleuve du monde, le Mississippi déverse beaucoup plus d'eau dans le golfe du Mexique que le Nil ne se déverse dans la Méditerranée. L'eau est l'essence même des rivières et le Mississippi en a beaucoup plus que le Nil, même si la plus petite quantité de l'eau du Nil s'étend sur une plus longue distance. Contrairement à la capacité limitée du Nil à transporter de grands navires, la rivière Hudson et les ports de San Francisco et de San Diego sont tous suffisamment profonds pour que même des porte-avions puissent accoster directement contre la terre. Bien que l'Afrique tropicale possède le mont Kilimandjaro, elle ne possède pas de grandes chaînes de montagnes comparables à celles que l'on trouve en Asie, en Europe ou dans l'hémisphère occidental. Par conséquent, pendant la saison sèche en Afrique subsaharienne, les rivières et les ruisseaux se rétrécissent considérablement en l'absence de fonte des neiges dans les montagnes pour alimenter ces cours d'eau en eau. Pendant ce temps, les montagnes de la Sierra Nevada en Espagne et les montagnes du Taurus en Turquie fournissent toutes deux l'eau qui rend possible une agriculture irriguée florissante dans les basses terres où les précipitations seules ne suffiraient pas pendant l'été méditerranéen lorsque le soleil évapore plus d'eau qu'il n'en tombe sous forme de pluie dans cette région du monde. Toutes ces configurations géographiques ont fait que pendant des siècles, le contact de l'Afrique subsaharienne avec la masse continentale eurasienne et l'Europe était très limité, créant un isolement et empêchant les échanges de biens, d'idées et de technologies. Et l'isolement culturel, volontaire ou géographique, empêche le développement. La Chine, par exemple, jusqu'au XVe siècle, était le leader mondial dans de nombreux domaines. Mais au début du XVe siècle, le gouvernement chinois a imposé de sévères restrictions au contact avec le monde extérieur. Ils ont détruit les grands navires dans lesquels un amiral chinois avait effectué des voyages d'exploration, couvrant de plus longues distances que les navires beaucoup plus petits de Christophe Colomb. Désormais, ces voyages étaient non seulement interdits, mais la construction de navires capables d'effectuer de tels voyages l'était également. Et les traces de voyages antérieurs vers ce qui était considéré comme les terres des barbares étrangers étaient détruites. Un scientifique américain disait qu'avant la décision, la Chine possédait une flotte de navires océaniques plus gros et plus performants que tous les navires européens. La Chine était à peu près au même niveau que l'Europe en matière de connaissances scientifiques et loin devant dans les technologies de l'imprimerie, de la navigation et de la fusée, communément appelées flèches de feu. À la suite de cette décision, la Chine a pris un retard désastreux en sciences et en technologie et ne rattrape son retard qu'aujourd'hui, après 600 ans. Si le désert sépare les gens et qu'en plus l'absence des voies navigables les empêche de commercer à grande échelle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, cela signifie moins de contacts, qui signifie plus de barrières linguistiques, qui signifie moins d'échanges.
Bien que les technologies modernes offrent des solutions pour surmonter les obstacles géographiques, il est essentiel d'avoir une autre perspective. Il est essentiel d'analyser l'impact de la géographie sur la rareté des échanges économiques et culturels de l'Afrique avec le reste du monde. Le facteur géographique n'est qu'une explication parmi tant d'autres. Il y a également des facteurs culturels, politiques qui sont abordés. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande le livre, ou faites-moi savoir si vous voulez que j'en parle ici. À bientôt.